Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Suzuki Cappuccino de 1992. Les amis, aujourd'hui je suis ravi de pouvoir vous retrouver pour le test d'une K-Car Sport. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que c'est vraiment une catégorie de voitures que j'adore. D'ailleurs, j'en possède plusieurs. Vous aviez peut-être vu le test de ma Autozam AZ1. Donc aujourd'hui, le test de la Suzuki Cappuccino, une voiture que vous devez connaître de nouveau si vous suivez ma chaîne, vu qu'il y a carrément une playlist concernant la restauration de ce véhicule. Donc maintenant que la voiture est totalement remise en état, son propriétaire m'a bien sûr permis de la tester. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va bien sûr revoir toutes les caractéristiques du modèle et vérifier comment ça se comporte. Donc tout d'abord, petit rappel sur la catégorie K-Car. Au Japon, sont appelés les K-Car des véhicules qui répondent à plein de restrictions. Vous avez déjà là-bas une limite au niveau de la cylindrée. Vous ne pouvez pas dépasser les 660 cm3. Il y a une limite au niveau de la puissance, donc 64 chevaux, et également sur le gabarit du véhicule. La voiture ne doit pas dépasser les 3,30 m. Vous ne devez pas avoir un véhicule de plus de 2 mètres de haut, si je me souviens bien. Et la plupart des voitures de ce genre au Japon sont des utilitaires. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'en tester un modèle très récent, c'était la Suzuki Spacia Custom. Et donc, dans cette catégorie, là-bas, au Japon, il existe de très rares modèles sport. Et bien sûr, cette Cappuccino fait partie de cette catégorie. Donc pour revenir à la genèse de cette Suzuki Cappuccino, il faut repartir à la fin des années 80. À l'époque, au Japon, il y a un peu une bulle économique. Les gens sont assez friqués et dépensent leur argent dans des trucs un peu inutiles. Et c'est donc à cette époque que la plupart des marques japonaises ont décidé de créer des modèles sport dans la catégorie K-Car, ce qui ne se faisait quasiment pas avant ces voitures. Donc la première marque à avoir sorti un modèle de ce genre, c'était Honda, avec la Honda Beat, modèle que je possède et que vous avez peut-être entreaperçu en fond des vidéos que j'ai prises aujourd'hui. Puis Suzuki a suivi avec cette Cappuccino. Donc contrairement à la Beat, qui est une voiture avec un moteur central arrière, et bien ici, le moteur est placé à l'avant, on a un capot un peu plus long, et c'est vrai que souvent on compare cette Cappuccino au niveau de l'esthétique à la Mazda MX-5 version NB, qui sortira un peu plus tard, et on la compare également un petit peu à une version réduite d'une Dodge Viper. Donc comme je vous l'ai dit, la voiture a été intégralement restaurée et quasiment tout a été remis à l'origine. Donc au niveau de l'esthétique, il y a vraiment tout comme sur un modèle de l'époque. Le moteur a lui aussi été refait, révisé au moins. Et donc il s'agit d'un moteur de chez Suzuki, un 3 cylindres en ligne turbo, développant 64 chevaux, donc le maximum autorisé. Et je ne l'ai pas reprécisé, mais bien sûr, la cylindrée est de 660 cm3, le maximum autorisé dans la catégorie K-Car. Donc certains pourraient se dire, ouais, 64 chevaux pour une voiture, ça fait pas beaucoup, surtout quand on compare avec nos standards actuels de voitures surpuissantes. Mais gardez bien à l'esprit que cette petite sportive ne pèse que 720 kg. Donc finalement, 64 chevaux pour 720 kg, c'est pas ridicule et il y a clairement moyen de s'amuser. Une des grosses particularités de cette Cappuccino, c'est que on peut la mettre dans différentes configurations. Vous pouvez l'avoir en version cabriolet, comme j'ai actuellement. Vous pouvez aussi l'avoir en coupé, car en fait ce sont des panneaux qui se démontent et ensuite vous pouvez les ranger dans le coffre. Et vous voyez que la lunette arrière peut être mise en place ou rabattue afin aussi de l'utiliser comme targa. Donc franchement, c'est assez ludique. On peut faire ce qu'on veut et la procédure pour enlever ou remettre les panneaux n'est pas extrêmement longue. On l'a mesuré,
le propriétaire a mis environ 5 minutes pour capoter ou décapoter. Donc franchement, ça va. Même si c'est vrai, on est très très loin de l'ultra facilité d'une capote en toile, comme par exemple sur une Mazda MX-5. Bon, pour l'instant, vous voyez que je suis en centre-ville et forcément la voiture est basse. J'ai une bonne visibilité sur ce qui m'entoure car il y a des grands espaces vitrés et je suis aujourd'hui en mode cabriolet. Donc la prise d'info est vraiment super facile. Bien sûr, si jamais vous remettez tous les panneaux de carrosserie, c'est beaucoup plus sombre à l'intérieur et il y a quelques angles morts qui viennent se créer, bien évidemment. Bon, certains pourraient être dubitatifs quant à la motorisation de ces K-Cars. Eh bien, je peux vous assurer qu'avec ce petit 3 cylindres turbo, même à bas régime, on a suffisamment de couple pour avancer sans faire hurler le moteur. La plupart du temps, là en centre-ville, je reste entre 2 et 3000 tours. Le moteur fait très peu de bruit. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, il a été remis en configuration origine. Il n'y a pas de vraie préparation sur ce moteur. Et même l'échappement est en configuration origine. Donc j'ai essayé de prendre le bruit. Vous allez voir que c'est relativement feutré, mais c'est vrai que ça monte quand même très haut dans les tours. On n'est pas habitué à ça. Bon, au-delà de la technique, si je vous parle maintenant de l'intérieur, la première chose qui surprend, c'est finalement le peu de place qu'on a à l'intérieur. Car même comparé aux autres K-Cars et même aux autres K-Cars sport de l'époque, on a beaucoup moins de place à l'intérieur. Moi, je possède plusieurs K-Cars. J'ai la Autozam AZ1, la Honda Beat ainsi qu'une Daihatsu Coupon. Et toutes les trois ont bien plus d'espace à l'intérieur que dans cette Cappuccino. Là, sur la Cappuccino, la première chose qui choque, c'est que dès qu'on ferme la porte, l'intérieur de porte vient vous taper contre le bras et l'épaule. On est vraiment gêné du côté de la porte. Et aussi, il y a un montant, un seuil de porte à franchir pour monter et sortir de la voiture qui est assez imposant. Donc ça, c'est vraiment la première surprise. Et bien sûr, la voiture est toute petite, donc une fois que je suis assis, je peux toucher l'autre porte. Hein. Et moi, je ne suis pas un géant, hein. Je mesure 1m70. Donc, comme je vous l'ai dit, même dans la catégorie des K-Cars, c'est une voiture qui a un habitacle vraiment restreint. Sinon, à l'intérieur, c'est pas trop mal pour une voiture des années 90. Bien sûr, tout est noir, on a beaucoup de plastique, imitation cuir. Alors, c'est pas vraiment moussé, mais c'est pas non plus ultra rigide, du moins sur le tableau de bord. Les autres plastiques, pareil, ont toujours cette imitation un peu cuir, c'est un peu texturé. C'est pas trop mal. Et même sur les intérieurs de porte, c'est un petit peu moussé. Donc, quand je ferme la porte, même si elle me vient me toucher le bras, c'est pas désagréable. C'est pas froid, c'est plutôt sympa. Et les sièges sont assez classiques. Ce ne sont pas réellement des sièges baquets. Ça vous maintient bien, mais en fait, j'ai l'impression que le maintien est plus parce que l'habitacle est très étroit. On a les jambes qui sont bloquées par la console centrale ou la porte, plutôt que réellement par le siège. Le siège, sinon, est classique, hein. Il n'y a pas de réglage électrique dessus, c'est manuel. Et il n'y a pas de réglage en hauteur, c'est juste la profondeur. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est une petite voiture. Même quelqu'un de ma taille, moi je fais 1m70, vous allez mettre le siège réglé au plus loin. Sinon, vous vous retrouvez avec les jambes un peu dans une position désagréable. Bon les amis, nous voilà maintenant sur la route que j'utilise à chaque fois pour tester l'accélération. Je le redis, c'est une K-Car, c'est pas une fusée, donc ne vous attendez pas à un chrono de dingue. Je rappelle qu'elle est donnée pour 700 kg, 64 chevaux. On va vérifier comment ça se comporte. Je me souviens que la plupart des K-Cars, donc qui font le maximum autorisé, 64 chevaux, arrivent au 0 à 100 en environ 12-13 secondes. Donc là, on va vérifier si c'est mieux avec celle-ci. Je rappelle qu'il s'agit d'un 3 cylindres turbo qui normalement peut monter à 9000 tours. Allez, c'est parti, let's go. Allez, j'accélère à fond. J'arrive à 80. Et je freine. Alors j'ai l'impression
que le compteur a du retard. Parce que j'avais l'impression d'être déjà arrivé à 100 km/h et finalement le compteur était encore à 90. Je peux me tromper, hein, mais je me demande si le compteur est vraiment bien calibré. Parce que ma Autoza AZ1 que vous m'avez déjà vu tester ici a exactement le même moteur et à peu près le même poids. Et j'arrivais à 100 km/h ici sans difficulté. On va profiter de cet endroit comme d'habitude pour tester le rayon de braquage. Donc je tourne à fond. C'est une toute petite voiture, donc aucune difficulté, hein. Ça tourne quasiment sur soi-même. Et vous pouvez entendre quelques bruits un peu suspects. Ça vient en fait du train arrière. Il y a un train autobloquant qui était une option à l'époque. Et vous voyez qu'il est quand même relativement bruyant quand on tourne sur un rayon restreint comme j'ai fait ici. Donc on va réessayer de faire une accélération. J'espère atteindre les 100 km/h. D'ailleurs pour ça, je vais prendre le plus d'espace possible. Donc quand vous faites une marche arrière, bien sûr, il n'y a pas de caméra de recul ou tout ça, hein, c'est une voiture de collection maintenant. Hein. Mais vu que la voiture est petite, on arrive néanmoins à bien prendre les infos. Les rétros sont petits, mais on voit très bien derrière. Par contre, vous voyez que l'arrière du véhicule est relevé. Donc quand on veut regarder derrière, finalement notre regard est tout de suite bloqué par l'arrière du véhicule. Bon, on est reparti. Et ensuite, je teste le freinage. Allez, let's go. J'accélère à fond. Allez, ça craque un peu quand on passe la 2. J'ai pris 8500 tours. 80, 90. Et je ralentis. Je sens la voiture qui prend de la vitesse, mais le contour, au-delà de 90, je trouve qu'il galère un peu. Donc je ne saurais pas vous dire exactement s'il y a un petit défaut sur le compteur ou si c'est normal. On essaiera de revérifier ça sur la route, sur l'autoroute, voir si on prend bien 110, 120 au niveau du compteur. Néanmoins, en termes d'efficacité, ça roule sans réel problème. Hein. Je vous dis, normalement, avec ce moteur, le 0 à 100 est abattu en 12 secondes, ce qui peut sembler énorme quand on compare bien sûr à des voitures de sport modernes. Mais je rappelle que de toute façon, légalement, cette voiture n'avait pas le droit de dépasser les 64 chevaux. Bon, finalement, j'en ai complètement oublié de tester le freinage. Donc on fera ça un peu plus loin. Sur cette voiture, vous pouvez voir qu'on a les jantes d'origine, jantes en 14 pouces. Les pneus sont assez fins, c'est du 165. Et sur ce modèle, les 4 freins sont à disque. Donc logiquement, ça devrait pas trop mal freiner, vu que je rappelle, c'est une voiture légère. Bon, certains pourraient se demander pourquoi je laisse les vitres ouvertes. Eh bien, c'est tout simplement pour créer un flux d'air et refroidir les caméras. On est en été, même si la luminosité n'est pas énorme, je sais que les UV vont faire chauffer les caméras, donc je préfère ventiler au maximum. A savoir que d'origine, sinon, la voiture est équipée d'une climatisation. Allez, là je suis à 50, je freine fort. Ouais, le freinage est pas trop mal. Après, c'est pas si assisté que sur un véhicule moderne, hein. On n'est pas cloué sur place à la moindre sollicitation des freins. Un paramètre que je n'avais pas encore abordé, cette voiture a des suspensions qui ont été modifiées, enfin remplacées par des combinés filetés. Et là, ce sont des suspensions vraiment sport. Elles sont très très raides. Alors personnellement, moi j'ai l'habitude des véhicules vraiment, on va dire, limite tape-cul. Ça me choque pas plus que ça. Je trouve ça normal sur une voiture de ce genre. Mais sachez que d'origine, ça devrait être quand même beaucoup plus souple, beaucoup plus soft. On me revoilà en ville, un petit freinage. Ouais, franchement, ça, c'est à bas régime en ville, ça s'utilise vraiment comme n'importe quelle petite citadine. Je le redis, le fait d'avoir uniquement 660 cm3 n'est pas du tout gênant. La boîte de vitesse, donc boîte mécanique à 5 rapports, fonctionne très bien, ça verrouille bien. Le seul souci, vous l'avez pu l'entendre tout à l'heure, c'est quand on passe de la 1 à la 2 à assez haut régime, ça a tendance à craquer un peu.
Donc tout à l'heure, je vous ai décrit brièvement l'intérieur, mais je ne vous ai pas décrit la console centrale. Donc vous voyez sur celle-ci, on a bien sûr toute la ventilation, la climatisation également. On a un emplacement IN-DIN afin de mettre un autoradio. En dessous, prise allume-cigare 12 volts ainsi qu'un tout petit cendrier. Et dans le prolongement, on a les boutons qui gèrent les vitres électriques. Ouais, là j'étais sur un trou. C'est vraiment tape-cul par moment. Allez, un petit démarrage en côte. Ça redémarre très bien. Donc là, la voiture, au niveau du moteur, elle est d'origine. Donc, on n'entend pas de décharge lorsqu'on relâche les gaz. C'est un peu dommage. Je trouve que quand on a un véhicule turbo comme celui-ci, ça apporte un petit peu de sensation d'avoir la dome valve qui hurle. Finalement, dans cette voiture, le seul témoin qui vous rappelle que vous êtes avec une voiture turbo, c'est au niveau du compteur. Il y a un petit voyant vert avec un logo de turbo qui s'allume lorsque la pression du turbo est suffisante pour vous donner quelques performances. Et je dirais que ça s'allume la plupart du temps à partir de 3500-4000 tours. Maintenant, de nouveau un Dodan. Ouais, vous voyez que c'est très très raidos avec ses combinés filetés. Mais en même temps, je ne suis pas dépaysé vu que j'ai des combinés un peu du même genre sur ma Honda Beat et que sur la Copen, les suspensions d'origine sont elles aussi très très raides. Alors les amis, nous arrivons maintenant dans une succession de virages. Voyons ce que ça donne quand on veut s'amuser. Le moteur qui prend plus de 8000 tours, c'est toujours aussi génial. Allez, un bon freinage. Ouais, ça freine quand même pas mal. La tenue de route est surprenante avec ses combinés filetés. Ça prend presque pas de roulis. Et finalement, on a l'impression d'avoir un petit peu plus de puissance que les 64 chevaux annoncés. Le seul reproche que je pourrais faire à la voiture, c'est son manque de sonorité. Par exemple, sur ma AZ1, qui elle a un échappement sport, c'est quand même beaucoup plus sympa. Allez, on réaccélère, on rattrape les autres. Ouais, vraiment aucune difficulté. Là, j'aurais même dû essayer de faire un dépassement. Je me suis retrouvé tout de suite bloqué derrière cette voiture. Oula, qu'est-ce qu'il fait devant là? Ouais, j'ai peut-être bien fait de pas doubler en fait. Encore un rond-point. Ouais, c'est... D'un côté, c'est gênant d'être aussi à l'étroit dans la voiture. Et d'un autre côté, ça me fait un peu le sentiment d'être vraiment dans un siège baquet, quoi. Je peux pas bouger, je suis tout de suite bloqué contre la porte. Donc finalement, j'ai une maîtrise au niveau du volant qui est accrue. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais sur ce genre de K-Car, il y a très rarement une direction assistée, et celle-ci donc n'en a pas. Et c'est pas gênant parce que la voiture n'est vraiment pas lourde. Vous voyez également que le volant est d'origine, hein, il est en cuir, il y a un logo Suzuki dessus. Il a une plutôt bonne prise en main. Je le trouve sympa ce volant. Mais vous voyez par contre qu'il n'y a pas d'airbag. À l'époque, c'était même pas disponible en option. L'airbag est apparu sur la Cappuccino uniquement à partir de la deuxième génération de ce modèle, donc en 95. Et vous voyez que les compteurs sont assez simples. On a la vitesse, le compte-tours, une jauge pour la température et une pour la réserve de carburant. C'est vraiment très très simple. Petit détail aussi, vous voyez que le compteur kilométrique n'a que 5 rouleaux. Donc on ne peut pas savoir, là, par exemple, si elle a 32 000 km ou 132 000 ou 232 000. Je suppose qu'elle a 132 000.
Alors, nous arrivons maintenant sur l'autoroute. Voyons comment cette petite voiture s'en sort. Donc la prise d'info, pas de problème. J'accélère assez fort. Je m'insère. Je vais essayer de faire une reprise. Donc là, je suis en 5, j'accélère fort. Et malheureusement, comme beaucoup de véhicules de ce genre, ça reprend assez peu à mi-régime. Mais il y a quand même une prise de vitesse. Si vous voulez vraiment avoir des performances, il faut forcément redescendre d'un rapport, voire de 2. Et là, oui, ça repart. Mais de nouveau, je suis vraiment très surpris par le peu de vocalise qu'a cet échappement. C'est très calme. Hein. Donc aujourd'hui, vous voyez que moi je suis en cabriolet, donc je me pose pas forcément la question du bruit. C'est forcément bruyant en cabriolet, surtout décapoté comme actuellement. Mais sachez que si vous fermez tout avec les panneaux, sur l'autoroute, ça reste néanmoins quand même relativement bruyant parce qu'il y a beaucoup de vibrations, de petits tremblements qui remontent dans la caisse. Mais ça, c'est, je dirais, classique sur les K-cars. La plupart ont ce petit problème. C'est difficile d'insonoriser une voiture aussi petite. Allez, sortons de l'autoroute. De toute façon, c'est jamais très agréable de rouler longtemps avec un cabriolet sur l'autoroute. Pour revenir sur le style de cette voiture, au niveau de l'éclairage, vous voyez que c'est très similaire en termes de design à ce qu'on aura après de nouveau sur la MX-5 NB. On a des feux assez arrondis. Et vous pouvez voir que sur ce modèle, en 92, il y avait déjà donc un troisième feu stop, ça d'origine. Bon, ensuite, bien que ce soit une toute petite voiture, on est quand même en droit d'attendre quelques rangements. Donc le rangement principal est bien sûr le coffre. Mais si, comme moi, vous désirez rouler décapoté, eh bien sachez que les panneaux prennent l'intégralité du coffre. Vous pourrez aller y mettre peut-être une bouteille d'eau en plus, mais c'est vraiment quasi complet une fois qu'on a remis les panneaux à l'arrière. A l'inverse, lorsque les panneaux sont en place sur le véhicule, le coffre est quand même assez grand pour une voiture de cette taille. Du moins, il est bien plus grand que sur ma Honda Beat ou que sur la AZ1 qui, elle, n'a tout simplement pas de coffre. Et à l'intérieur, de nouveau, il y a très peu de rangement. Déjà, il n'y a pas de rangement dans les portes. Et je pense qu'ils ont fait ça tout simplement parce que les portes sont tellement proches de nous que sinon ça viendrait nous taper dedans. Et ensuite, vous avez un rangement dans la console centrale, juste ici. Mais c'est pas très profond. Vous pouvez y mettre un portefeuille, un smartphone, mais pas grand chose d'autre. À l'intérieur, le rangement le plus grand est finalement juste derrière nous. Et vous voyez qu'en plus aujourd'hui, le modèle que je teste a un filet qui permet de maintenir les choses à l'arrière. Et voilà, c'est vraiment l'espace de rangement principal lorsque vous avez le toit qui est dans le coffre. Allez, un petit dépassement. C'est vraiment fun à utiliser cette voiture. Faut bien garder à l'esprit qu'avec ce genre de K-car sport, on cherche pas forcément les performances. Ce qu'on cherche, c'est prendre du plaisir. Et là, pour le coup, le cahier des charges est tout à fait rempli. Allez, je réaccélère un peu fort. 5, 6 000, 7 000 tours, 8 000 tours, 9 000. Et l'autre point qui est bien sûr très intéressant lorsqu'on a un véhicule de sport avec une cylindrée aussi faible, c'est bien sûr qu'on gagne quand même en consommation. Bon, alors bien sûr, les chiffres que je vais vous donner ne sont pas forcément très faibles, vu qu'il s'agit d'une voiture de collection maintenant, elle a 30 ans. Mais sachez qu'en conduite normale, on peut descendre avec ce moteur à un peu moins de 6 litres au 100. Et en roulant sport, vous montez à 8 litres. Ce qui reste raisonnable de nouveau pour un véhicule de sport. Je suis certain que si
il était proposé des véhicules de ce genre, avec des motorisations modernes, hybrides, on arriverait très certainement à rouler en moyenne à 4 litres au 100 en se faisant plaisir. Ensuite, un paramètre que j'avais oublié de préciser parce que ça me semble évident. Moi, j'ai l'habitude de ces K-Cars, mais donc c'est un véhicule qui n'a pas été distribué en France. Il y en a eu quelques-unes néanmoins en Europe. On en a trouvé environ 1100 en Angleterre qui ont été importés par Suzuki UK. Et de mémoire, il y en a un peu moins d'une centaine qui a été vendue aux Pays-Bas. Elles sont bien sûr toutes en conduite à droite. Ce modèle n'existe pas en conduite à gauche. Et forcément, avec une si faible distribution en Europe, chez nous, c'est très difficile à trouver et c'est relativement cher. Actuellement, si vous voulez un modèle en parfait état ou qui est restauré comme celle que je teste aujourd'hui, eh bien, comptez un budget entre 15 et 20 000 euros. Et sachez que, comme pour toutes les voitures Youngtimer Collection, les tarifs ne font qu'augmenter au fil du temps. Vous pouvez également, si vous le désirez, en faire venir du Japon pour beaucoup moins cher que ça, mais gardez à l'esprit que vous aurez forcément des travaux de carrosserie à faire dessus, que c'est une voiture qui est énormément sujette à la corrosion, d'où la playlist concernant la restauration de celle-ci. C'était vraiment un tas de rouille à l'époque. Beaucoup n'auraient pas envisagé de mettre de l'argent pour la restaurer tellement elle était attaquée. Et malheureusement, c'est pas rare. Au Japon, elles sont souvent attaquées comme ça. Et celles qui viennent d'Angleterre, c'est encore pire. Mais néanmoins, ça reste un véhicule donc fun qu'on peut trouver pour un tarif encore à peu près accessible. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là. Si vous êtes un des rares possesseurs de cette machine en France, n'hésitez pas également à nous donner vos conseils. Et bien à tous. Ouais, c'est pas la même technique que dans la mienne pour sortir. Non. On est vraiment bas. Non mais sur la AZ1 en fait il faut que tu te lèves le cul, sinon tu ressors pas Là, quoi. t'as pas besoin.